quand tu vois un patient qui a, je ne sais pas moi, la quarantaine, et qui présente une deuxième luxation d'épaule, la première remontant à 10 ans, 14 ans, 15 ans ou 20 ans, j'en sais rien, eh ben moi je leur dis, écoutez, vous avez une deuxième luxation, vous avez passé 15 ans de votre vie ou 20 ans de votre vie sans problème, je ne vois pas pourquoi j'irais vous opérer. Maintenant, vous donner une chance supplémentaire. Voilà, donc déjà je n'opère pas la première, et la deuxième je n'opère pas forcément. Alors, Marc, ouais, non, la deuxième luxation 10 ans après, c'est un nouvel accident. Hein, c'est pas, on est tout à fait d'accord. Donc, on revient. Non, je pense qu'il faut proposer aux patients, il faut qu'ils sachent un petit peu ce qu'ils encourent finalement et le niveau de risque de récidive. Et je crois qu'en 2021, il faut nous adresser les patients de manière précoce pour qu'on puisse discuter avec eux et leur proposer le traitement orthopédique, qui est tout à fait réalisable. Hein. Ce n'est pas une faute de faire un traitement orthopédique, bien sûr, même chez un sportif, un jeune sportif, mais il faut qu'il connaisse les risques de récidive et qu'on lui propose une éventuelle prise en charge chirurgicale. Et après, c'est au patient de décider en fonction de ce qu'il souhaite. Et là, il y a 15 jours, j'ai opéré un jeune rugbyman de bon niveau. C'était le début de la saison. Il s'est dit, bon, je me fais opérer. Je rejouerai en janvier-février, je pourrai finir ma saison. Et il a décidé de se faire opérer assez rapidement. Mais cette attitude n'est bien sûr pas obligatoire. Elle est bien sûr au cas par cas, et c'est vrai qu'en fonction des sportifs et du type de sport, on va être plus ou moins chirurgical. Tu parles du rugby, on n'hésitera pas de le faire opérer en raison du risque plus qu'important de luxation. Et un jeune sportif, rugbyman, c'est opération rapidement, car on sait que même la rééducation bien faite, bien suivie et le renforcement ne permettent pas dans ce sport de stabiliser. Alors, en dehors, après, bon, le joueur de belote, on sera plus attentiste. Sur le domaine de la rééducation, évidemment, on peut toujours tenter, mais on sait qu'on est beaucoup plus en difficulté déjà sur la proprioception de l'épaule. Si on regarde la littérature, en fait, il n'y a pas grand-chose qui nous permet de travailler la proprioception, et on s'aperçoit qu'après une luxation, il y a une altération des afférences et des efférences, c'est-à-dire de la commande de l'articulation au cerveau et du cerveau à l'épaule. Ça, c'est une première chose. Donc, si on les prend en rééducation, par contre, il faut, là aussi, comme pour le genou, j'insiste sur le travail de chaîne, sur le travail cinétique, le travail de stabilisation du bassin, le travail de gainage, tout ça, parce qu'il y a une étude qui a montré, je crois que j'en ai parlé ce matin, qu'il y a des sujets candidats à la luxation lorsqu'ils ont une insuffisance du moyen fessier et du grand fessier. Donc il est important de travailler ça. Et ensuite, si on les prend en rééducation, moi, je suis partisan, avant la reprise, de faire des tests fonctionnels. L'éternel problème, je suis attaché aux tests fonctionnels, vous avez pu le remarquer, et le test psychologique, c'est-à-dire le test du CIRSI, en particulier, qui nous permet d'évaluer le côté psychologique de l'individu avec l'appréhension ou pas. Et puis ensuite, les tests. Alors les tests, le problème des tests pour l'épaule, c'est que ce sont tous des tests quasiment en chaîne fermée. Puisqu'on a, alors c'est toujours pareil, on a des dénominations qui sont toujours en british, pourtant on les aime pas, mais CKQEST, le premier test, donc qui est, si on fait la traduction, c'est Chain Kinetic, Closed Chain Kinetic Upper Extremity Stability Test. Voilà. Donc ce test, en fait, c'est un test où c'est le test en chaîne fermée, tout simplement, si on va le traduire en français tout simple, qui consiste à mettre quelqu'un en position de pompe, avec un écart des mains de 94,1 cm, c'est bien précis. Et ensuite, il faut faire un déplacement de la main par rapport à l'autre. Et il faut, je crois que le résultat est satisfaisant lorsqu'on arrive à un score de 21, passage de la main gauche à la main droite et alternativement. Le deuxième test qui est actuellement, c'est le Upper Limb Rotation Test. Donc là aussi, vous le connaissez, non ? Ce test-là, il consiste à se mettre aussi dans une position comme pour faire des pompes. Simplement, on se met contre un mur et le sujet est en appui sur les avant-bras et il va se retrouver à faire une rotation du tronc et venir toucher le mur avec le bras en abduction à 90 degrés et le coude à 90 degrés. Et on compte le nombre de fois qu'il va faire en 15 secondes, comme le CQI test c'est en 15 secondes, et à ce moment-là, on compare à l'autre côté et on regarde si on a un déficit. Voilà. Ensuite, il y a un troisième test
qui est le One Arm Hop Test, qui correspond un petit peu au Hop Test qu'on a pour le genou, qui consiste à faire 5 répétitions, pareil, dans une appui ventrale, où le sujet va sauter sur une surface qui fait 10,2 cm. Je ne sais pas pourquoi le 2, mais bon. Donc il faut qu'il fasse 5 sauts, voir s'il est capable et s'il n'a pas de mouvement d'instabilité. Donc c'est 3 tests qui se font en chaîne fermée. Et le seul test qu'il ferait en chaîne ouverte, mais dont la validité est moyenne, c'est le CITID, le SMBT, CITID Baseball Medicine Test. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet est assis, les jambes tendues contre un mur, et il lance un medicine ball d'un certain poids, et on calcule la distance entre les deux bras. Voilà les tests qu'on a. Alors, moi, personnellement, sur une première luxation, quand je reçois du chirurgien qui veut tenter, je fais ma rééducation. Du renforcement isocénitique, on fait le ratio rotateur interne, rotateur externe, bien sûr, hein, pour voir si on a un déséquilibre ou pas. Ensuite, la rééducation neuromotrice, quand même, il faut essayer de développer ça par le fait de travailler en chaîne cinétique. D'accord ? Et lorsque je fais mes tests, et s'il y a le moindre sensation d'instabilité ou de non-réussite de ces tests, je renvoie ou je ne renvoie pas au chirurgien. Donc, par contre, je ne fais pas du tout de renforcement du grand pectoral, hein, en particulier, de développé couché, puisqu'on sait que le grand pectoral va luxer l'épaule vers l'avant, puisque moi, je fais la technique beaucoup de CGE, donc des techniques de recentrage, comme tu sais, Marc, de recentrage. Hein, mais je veux dire, je ne ferai jamais travailler ni le grand dorsal, ni le grand pectoral, qu'on a considéré comme des abaisseurs, mais qui n'en sont pas. Et donc, dans une luxation, par contre, je ne fais pas du tout. Ce qui est un problème avec les athlètes de haut niveau, parce que quand ils reprennent, il va falloir qu'ils fassent du travail de développé couché, des choses comme ça. Mais je pense qu'une fois qu'ils sont bien stabilisés, on peut éventuellement reprendre sur des développés couchés qui sont en prise fermée, c'est-à-dire très courte, mais pas des prises ouvertes sur la barre. C'est-à-dire pas ceci, mais ceci. Et là, travailler sur cette dimension. Voilà ce que je vois sur le problème de la rééducation. Alors là, on peut reparler de l'isocénétisme, qui est beaucoup moins fiable au niveau de l'épaule qu'au niveau du genou. Et il est très opérateur dépendant et peu reproductible. On peut se servir de cette machine dans la rééducation active, mais dans le test, je pense que ce n'est pas d'une fiabilité énorme. Par contre, dans les instabilités, je pense qu'il est très intéressant de reparler des chaînes, et là tu as tout à fait raison, et notamment de la faiblesse des chaînes postérieures. Et ça, c'est étonnant de voir dans toutes ces instabilités comme ils sont insuffisants au niveau des chaînes postérieures. Et il suffit de faire un bon testing chez les gens qui ont des instabilités, et on se rend compte qu'ils ont plus de force des muscles postérieurs. Le test du sus-scapulaire, qui est très facile à faire au cabinet, est étonnant, et vous pourrez les tester régulièrement, et vous verrez, ce sont des gens qui ont souvent plus de sus-scapulaire. Ils sont incapables de décoller la main du plan du mur. Hein. C'est étonnant. Et ça, cette histoire des chaînes postérieures est, à mon avis, essentielle dans la prise en charge rééducative de l'instabilité et même des chirurgies. Et il y a aussi quelque chose qui est très intéressant et qu'il faut absolument regarder, c'est les dyskinésies Scapulo-thoracique. Scapulo-thoracique. Parce que je vais donner l'exemple, par exemple, d'un prof de tennis qui s'est luxé une fois, on a fait la rééducation, et après, il ne se luxait plus, mais il faisait des phénomènes d'instabilité et de subluxation presque. Hein. Et sur son bras gauche, il est prof de tennis en plus. Et en fait, quand je l'ai filmé par derrière avec le smartphone, je me suis aperçu qu'il avait un retraction test, les tests de Kibler, qui étaient positifs les deux, avec une scapula qui partait beaucoup plus tôt. Donc, il partait plus tôt avec une contracture du petit pectoral et du grand pectoral. Et en fait, je n'ai travaillé que parce que le chirurgien, docteur L'Esprit, il avait fait à Bordeaux tous les examens. Il n'y avait rien du tout. Donc, il m'a dit, je ne l'opère pas. Donc, il m'a dit, démerde-toi. Donc, je l'ai pris et fait beaucoup de travail de renforcement scapulaire. Et en fait, on a complètement stabilisé l'épaule. Et le deuxième cas un peu particulier, parce que des fois, il faut en parler de ces cas, même si c'est une histoire de chasse, mais j'ai une jeune gymnaste, 17 ans, donc âge difficile sur les instabilités d'épaule. Des fois, il y a un contexte psychologique. Mais elle, en fait, un confrère l'avait prise en charge et puis il a vite arrêté parce que chaque fois qu'il lui faisait faire des mouvements, elle se luxait dans le cabinet. Donc il était obligé d'appeler SAMU. Bon, le chirurgien, lui, me l'a envoyé. Il m'a dit, essaie pour voir. Première séance, bim, luxation. Alors, j'étais emmerdé. Bon, en fait, elle se réduisait vite. Je lui faisais simplement mettre le bras sur le dossier d'une chaise. Je faisais une rotation interne. Ça rentrait tout de suite. Mais bon, une fois, deux fois, j'ai dit, on stoppe. Mais en fait, chaque fois que je lui ai remis l'épaule,
j'ai constaté en la gardant, parce que je dis tu vas rester un petit moment ici, elle avait une contracture permanente du grand pectoral, mais qui durait sur 1 heure. Donc avec le chirurgien, quand on a vu ce contexte, là aussi tous les examens étaient normaux, il m'a dit je ne vais pas l'opérer. Ce qu'on a discuté, c'est de faire de la toxine botulique. En fait, on a fait la toxine botulique dans le grand pectoral. Pendant 6 mois, je lui ai fait la rééducation, une reprogrammation neuromotrice, et en fait, cette gymnaste a pu reprendre. Alors, c'est peut-être une histoire de chasse, mais je pense qu'on peut rencontrer de ce genre de phénomène. C'est une forme d'aide à la rééducation en bloquant un sens antérieur qui tirait vers l'avant. Oui, tout à fait. Absolument. C'est intelligent. Et alors, si, non, justement, ça ouvre la problématique de l'hyperlaxité, finalement. Ah, oui. Donc, nous, un des soucis... Avant de parler d'hyperlaxité, parce que c'est un autre sujet. Donc, pour résumer, là, ce qui vient d'être dit, moi, bon, souvent, nous, à la consultation, c'est d'accord avec toi, si Charles était d'accord avec moi, nous, on voit souvent des luxations récidivantes. Oui. Donc, on dit, bon, ben, on opère, on ne discute plus, quoi. Voilà. Mais pour la première luxation, donc, il faudrait faire des tests, en théorie. Donc, l'isocinétisme CQI. C'est pas terrible, en tout cas. D'accord. Donc, on sent d'ailleurs son manque d'emballement. Ah oui, tout ça. Ah non, le genou a montré ça, mais sur l'épaule. Et donc, soit nous on voit on voit cliniquement que l'épaule ne tient pas du tout, et éventuellement on peut proposer, comme il a dit, une intervention rapide. Soit on fait confiance à tes tests, mais à un moment donné, il faut bien qu'on prenne une décision sur quoi on opère les patients. Alors je pense, et là je vais te couper, tu peux nous le réorienter dans le sens, si tu trouves un déficit des forces postérieures, comme j'en ai parlé, et un problème postural aussi, parce qu'on parle peu du problème postural, de ces sujets un peu syphotiques, et qui ont le postural pour le chirurgien. Oui, c'est compliqué, mais c'est vachement intéressant, car ce sont des gens qui ont, après, sur par exemple la syphose dorsale, une capacité à se luxer l'épaule plus importante que celui qui va bien se tenir en rotation externe. Et donc ça, c'est des trucs qu'on peut rééduquer avant d'opérer. Et là, c'est besoin de testing, d'une vision, interrogatoire et tout. C'est quand tu as épuisé cette pseudo-efficacité de la rééducation, il faut être humble, que tu deviens chirurgical, bien sûr. Et après, on va parler des hyperlaxes. Notamment... Sur la syphose dorsale, en fait, on a une sagittalisation des scapulas qui favorise... Ah ouais, c'est terrible, c'est terrible. Et on va frontaliser. Et oui, mais il y en a plein dans la population générale. Parce que quand ta scapula est antériorisée, tu as toujours le même rapport entre la tête humérale et la glène. Ça n'a rien à voir avec la contraction du grand pectoral. Là, je suis pas d'accord. Les études isocinétique, on s'aperçoit que les gens qui ont cette attitude ont un déficit de force de la coiffe des rotateurs. C'est une étude de Jay qui a montré ça. On a un déficit de la force des rotateurs. Et des fixateurs de l'omoplate. Des fixateurs de l'omoplate, hein, bien sûr. Et surtout, en particulier, le grand dentelé et le trapèze inférieur. D'ailleurs, au passage, le grand dentelé, vous savez qu'on a tous appris à l'école à le travailler comme ceci. Personnellement, je suis totalement contre. Parce que quand on travaille un grand dentelé comme ceci, on sagittalise la scapula. En fait, un grand dentelé, il faut le travailler vers le haut de façon à frontaliser les scapulas. Donc je retiendrai qu'il faut travailler la scapulothoracique pour le problème, visiblement, et que ça nous réglera tous les problèmes de la gléno-humérale. Quelques problèmes. J'avais une question. Existe-t-il une rééducation spécifiquement avec certains kinésithérapeutes après chirurgie en fonction de ce qui est fait aux épaules? Est-ce qu'il y a des kinés spécialisés après chirurgie d'épaule? Est-ce que vous les adressez à des kinés spécialisés? Non, oui. Moi, personnellement, je vois à peu près 15 épaules par jour. Donc je peux dire que je suis spécialisé, mais je pense que tous nos kinésithérapeutes, ici présents dans la salle ou autres, sont capables de reculer. Mais c'est vrai que si on fait que ça, on est peut-être meilleur. C'est comme le chirurgien qui opère une épaule tous les mois et celui qui en fait 7 par semaine. Je pense qu'il sera meilleur. Mais je pense qu'il n'y a pas des spécialistes de rééducation de l'épaule comme il y a des chirurgiens spécialistes de l'épaule. Non. Après, il faut beaucoup s'inspirer des techniques anglo-saxonnes de Jeremy Lewis, Joe Gibson, Anne Couls,
qui sont des rééducations où ils ont supprimé tout ce qui est test, par exemple dans les coiffes, de tests de job, de NIR et les compagnies, qui sont plus dans la modification des procédures de symptômes en particulier. C'est-à-dire qu'on regarde là où l'épaule est douloureuse et on va adapter le mouvement par rapport à ça. Et tous les exercices de rééducation de l'épaule se font avec des exercices de fente, avec des exercices appuyés contre un mur, par exemple en faisant des squats avec un ballon dans le dos. Et si on veut travailler en prédominance, par exemple l'infraépineux, on va le travailler avec les poings fermés, avec des exercices d'élastique qu'on va monter comme ceci en même temps que l'on va faire un squat. Donc là, on revient sur ce travail en chaîne cinétique qui pour moi est important. L'épaule, elle ne travaille pas uniquement avec cette articulation-là, il faut l'intégrer dans les chaînes musculaires. Hein. On en a parlé tout à l'heure avec des collègues. Les chaînes musculaires, c'est important. J'ai jamais vu un sportif qui faisait qu'un mouvement que sur une épaule. Hein. Il utilisait les membres inférieurs, les cuisses, les pieds et tout. Moi aussi, j'ai une question. Vous avez dit que vous aviez testé le subscapulaire, main dans le dos, et qu'il y avait souvent des atrophies. Alors, ces atrophies, c'est après la première luxation, deuxième luxation, c'est post-opératoire après une butée ou un latargé? C'est dans de multiples questions, de multiples occasions. C'est sûr que ça peut être après une butée, si la rééducation n'a pas été bien conduite. Ça peut être dans le cadre d'une instabilité chronique. Je disais ça dans le sens où il faut être étonné de rechercher cette diminution de force des muscles postérieurs. Parce que c'est vrai que j'avais déjà testé quelques patients qui avaient eu des butées d'épaule. Et sur le testing du subscapulaire, souvent, il y a une atrophie quasiment complète. C'est étonnant. Donc, est-ce que ça serait dû à l'opération ou est-ce que ça serait plutôt dû après une luxation qui est cette atrophie qui se forme? Alors, il y a deux éléments. Hein. Il y a un traumatisme du sous-scapulaire au moment de la luxation. Hein. Quand on fait une IRM précoce, on voit classiquement un hématome et un œdème très important au niveau du sous-scapulaire dans les semaines qui suivent l'épisode de luxation. Ensuite, concernant les butées, en fait, ce qu'on pratique actuellement, c'est ce qu'on appelle des latargés modifiés. Je ne suis pas rentré dans le détail, mais la technique initiale, en fait, on faisait une ouverture en aile sur le sous-scapulaire et on décollait finalement les 2/3 supérieurs du sous-scapulaire, ce qui occasionnait un traumatisme beaucoup plus important sur le muscle. Actuellement, on fait une incision longitudinale dans le sens des fibres, qui respecte beaucoup plus le sous-scapulaire. Et on le voit bien dans les post-opératoires. Donc à 3 mois, les patients ils ont encore un déficit du sous-scapulaire. Et quand on les revoit un peu à distance à 6 mois, ils ont récupéré. Je sais que j'ai constaté tout à fait ça dans l'évolution de la chirurgie. J'ai connu justement où on faisait la section en L et celle, mais c'est une nette différence. Hein. C'est fabuleux la différence qu'il y a sur la perte de force, nettement moins importante sur cet abord. Quand ces épaules deviennent arthrosiques à long terme, quand tu les opères, tu n'as plus de sous-scapulaire. Tu n'en as plus, ça n'a plus. Après la chirurgie, après la butée. Hein. Après la butée. J'ai eu le cas d'une patiente hyperlaxe qui a été opérée par une butée bilatéralement. Elle a fait une récidive. Elle a été réopérée. Une autre récidive, elle a été réopérée. Voilà, et elle a été reprise 4 fois entre les deux épaules. La question, n'a-t-elle pas un élastique dans l'os? Moi, je l'ai vu après toutes ces opérations. Alors déjà, bon, je crois que tout le monde est d'accord, Marc, tu seras d'accord, tout ce qui est luxation volontaire ne doit pas être opéré. C'est-à-dire le patient qui arrive à se déboîter l'épaule volontairement, la glong, subluxation ou luxation volontaire, échec systématique de la chirurgie, il ne faut surtout pas les opérer. Donc ça, c'est la première chose. Donc tout ce qui est luxation volontaire, à l'interrogatoire, moi je demande toujours à mon patient, mais vous arrivez à vous la luxer volontairement? Parce que des fois, ils ne vous le font pas d'emblée. Et puis là, il frime un petit peu, il dit oui, ça m'est arrivé, j'arrivais à le faire à une époque. Je les opère jamais. Non, ma patiente, en fait, elle ne s'amuse pas à se luxer l'épaule. Le deuxième problème, c'est le problème de l'hyperlaxité, où on a effectivement des patients qui vont rester instables et pour lesquels la rééducation ne fonctionne pas.
Et on va tenter une chirurgie avec malheureusement des taux de récidive qui sont beaucoup plus importants. Et on est parfois dans des impasses chirurgicales comme vous le décrivez. Et pourquoi on insiste à réopérer alors qu'on sait que c'est pourvu à l'échec? Parce que c'est chirurgien dépendant. C'est chirurgien dépendant et patient dépendant. C'est-à-dire que voilà, il y a des patients qui malheureusement supportent mal cet état de luxation itérative. Alors que le risque finalement chez ces patients-là qui luxent à faible énergie reste assez faible. En général, ils ont une capacité d'auto-réduction qui est plutôt favorable. Mais voilà. Et la problématique de l'hyperlaxité est toujours pas réglée. Par contre, il ne faut pas confondre laxité et instabilité. Parce que des fois, on a des gens qui ont un score de Bayton qui est tout à fait positif. Tu devrais nous parler anglais directement. Le score de Bayton, tu ne connais pas? Non. Non? C'est l'hyperlaxité, c'est-à-dire c'est les gens qui mettent l'oxygène. Oui, ici, l'hyperlaxité, les récurvatums. Et quelquefois, ces gens-là qui ont une hyperlaxité, ils n'ont pas d'instabilité. Alors après, il y a le phénomène aussi de ce contrôle neuromoteur chez ces gens-là, qui, une fois qu'ils se sont luxés, rentrent dans cette désafférence musculaires, et là, ça devient la catastrophe. Et là, voilà. C'est le chemin de la catastrophe. Et en fait, c'est des gens où il faut les travailler beaucoup en compression. Parce que pendant des années, on a travaillé l'épaule en décompression. Et en fait, on s'est aperçu que pour vraiment essayer d'améliorer, si on peut dire, la proprioception au niveau des corpuscules de Golgi, de Pacini, de Ruffini, eh ben, il faut faire du travail en compression. C'est-à-dire réveiller vraiment tout ce qui est au niveau de la capsule pour arriver à stabiliser l'épaule par ce travail de compression, qui est une compression dynamique. Hein, on y va, on rentre dedans, quoi, ça surprend toujours. Alors moi, je rajouterais sur l'hyperlaxité, c'est que finalement, on a des consultations d'hyperlaxité jusqu'à 30-35 ans à peu près. Et ça, c'est très fréquent. Et on se rend compte qu'à partir de 35 ans, cette pathologie disparaît quasiment complètement. Et ça vient finalement d'un enraidissement spontané chez les patients. Ils deviennent un tout petit peu plus raides et ils passent de l'instabilité à la stabilité d'épaule. Donc des fois on joue la montre et on vous les confie malheureusement dans ce cadre-là pour essayer d'optimiser la stabilisation dynamique de l'épaule, hein, qui est la seule option dans ce cadre. Et alors de temps en temps, bien sûr, on finit par en opérer. Hein, on en opère tous des hyperlaxes parce que quand c'est mal toléré, on tente la chirurgie. Si la rééducation n'est pas efficace, je vois pas non plus que la butée soit une solution. Ça, pour moi, ça va récidiver dans tous les cas. Et faut pas dire toujours en médecine. Le risque est plus important, mais il n'y a pas un risque, il n'y a pas une récidive systématique sur une butée par... Personnellement, dans l'hyperlaxité ligamentaire, effectivement, quand on leur dit non, c'est pas chirurgical, débrouillez-vous, allez voir votre kiné, et puis après c'est votre problème. Si ça récidive, comme tu dis, ils sont tellement gênés qu'ils reviennent nous voir en consultation. On les refoule. Ils reviennent nous voir parce qu'ils disent non, c'est plus possible. Même on a des femmes, des fois en pleurs, qui, voilà. Effectivement, à un moment donné, on finit par les opérer. Alors moi, j'ai une attitude. Alors les Américains font des capsuloplasties circonférentielles sous arthroscopie. Bon, moi je me suis amusé à faire ça. C'est compliqué, c'est long et je suis pas très patient. Par contre, j'ai tendance à tester ces épaules sous anesthésie loco-régionale et sous arthroscopie. Et je regarde, je ne sais pas si j'ai raison, hein, mais je regarde quel est le sens où l'épaule est le plus instable. Et je ne corrige que ce sens. Ça veut dire que si elle est plus instable en arrière, ben je fais une capsuloplastie sous arthroscopie en arrière. Et si par contre elle est plus instable en avant, à ce moment-là, je préfère la buter à la capsuloplastie. Par contre, si c'est en arrière, en avant et en bas, là, je vous déconseille d'y toucher, hein, parce que là, c'est hyper casse-gueule. Hyper casse-gueule. Aussi, il faut vraiment regarder le contexte psychologique. Hein. Oui, c'est hyper important, parce que surtout sur les jeunes filles adolescentes, alors là, c'est assez fréquent, il ne faut pas y toucher, surtout. Hein. Enfin, je ne pense pas, c'est un échec. Tout ce que j'ai vu opérer, moi j'en ai vu opérer avec des butées antérieures, des butées postérieures, j'ai vu qu'ils se luxaient, ils passaient sur la butée.
par-dessus. Donc il y a le contexte psychologique à tenir compte, et quelquefois, il vaut mieux les orienter chez un psychologue ou un psychiatre. Quelquefois, c'est plus positif que de faire de la rééducation. Il faut les rassurer, il y a des problèmes de contexte familiaux, de conflits, père, mère, enfant, frère, sœur, quand c'est les jeunes gens, et puis après des femmes un petit peu plus âgées, parce que c'est plus souvent chez la femme quand même, qu'on a ces instabilités, comme ça, et bien, il y a des problèmes matrimoniaux, des problèmes de divorce, des problèmes de boulot, et on s'aperçoit que cette composante, il faut en tenir compte, quoi. On n'est pas là pour faire que de la mécanique, quoi. Il faut les orienter. Oui, il faut les orienter, et c'est là qu'on découvre des fois des diagnostics génétiques, des LERS dans l'os, et on les trouve là, et dans l'échec de la rééducation. Et c'est là qu'on fait les multiples tests, et on se dit, ah, malheureusement, vous avez ça. Point. Il faut continuer, mais il ne faut pas se décevoir. Il y a des hypothèses sur le collagène aussi, à un moment donné, bien sûr, maladie collagénique. Maladie du collagène, le LERS dans l'os. Pourquoi on ne pense pas à des attelles de soutien, des orthèses de soutien, comme une genouillère, à accompagner le patient durant ses gestes quotidiens C'est difficile pour vivre. durant le travail, ça, au lieu de se luxer plusieurs fois à la journée. Elle va se luxer quand elle va se Est-ce qu'il y a des orthèses qui arrivent à arrêter une luxation d'épaule? Je ne sais pas si ça existe. Ça n'existe pas, mais... Non. Alors, il y a des rappels proprioceptifs avec des tapes. Voilà. Taping, des fois pour... C'est des rappels proprioceptifs. Mais il n'y a pas d'attelle ou d'orthèse qui empêche la luxation. On pourrait y n'existe penser pas. comme une genouillère ou une chevillère, on pourrait y penser. Avec une épaule qui a une mobilité dans tous les sens, dans les 3 dimensions, c'est pas possible. Non, mais quelqu'un qui a une hyperlaxité, qui se luxe, il ne va pas utiliser... Elle va l'enlever, elle va se reluxer. Oui, ça se fait, mais c'est Pour moi, c'est un échec excessivement. sûr et certain. Moi, j'en ai fait une dans ma... Je dis, si on l'immobilise, dès qu'elle va enlever, elle va se reluxer, et ça va être, en plus, ça va perdre de la force, ça va perdre sa proprioception. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est pas Voilà. du tout envisagé. C'est mieux que de se faire opérer plusieurs fois, non? Reprise du sport. Alors, quels sont vos critères de la reprise du sport après une butée? Après buter, ouais. Faisons le point là-dessus. Parce que ça, c'est pratique, ça. Je dis pour moi, ce sont la validité des tests comme pour le ligament croisé, le score CIRSI, psychologique aussi, pour voir si les gens sont dans un système d'appréhension, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des appréhensions. Je l'ai vu, moi, avec des rugbymen, et on a fait des évaluations avec la fédération de rugby, où on a une augmentation des traumatismes crâniens pour des joueurs qui ont un problème d'épaule. Et en particulier, on a vu ça sur les signatures de contrats pour renouveler les contrats. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un joueur a eu un problème d'épaule, des fois, il arrive dans un club, il ne le signale pas. Et qu'est-ce qui se passe sur des plaquages ou sur des percussions? En fait, il va se positionner, mettons, c'est l'épaule droite, il va reculer son épaule droite, il va tendre la tête, et on s'aperçoit qu'on a des percussions au niveau du crâne, et ça, il y a des statistiques à la FFR, comme quoi on a des traumatismes crâniens sur une pathologie d'épaule. Donc c'est pour ça que le score CIRSI, il est important aussi, les tests d'appréhension, le Fulcrum test, pour voir si on est négatif ou pas, quoi. Charles, qu'est-ce que tu as comme critère, toi, pour la reprise du sport? C'est une question de date? Alors, plutôt une question de phase. De stade, pardon. Non, oui, alors moi, on sait que la butée s'intègre au bout de 3 mois au niveau osseux. Donc les 3 premiers mois, bien sûr, on doit les protéger. Et j'autorise une réathlétisation à partir du 3e mois. Et en général, reprise des matchs entre 4 et 5 mois. Et pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'on dit toujours, il faut essayer si on ne récupère pas toute la mobilité en rotation externe ou en position R1, R2, si on ne récupère pas toute la mobilité en R1, R2, R3, c'est pas très grave. On croit que justement, ils vont être plus stables parce qu'ils ont moins de mobilité. Et ça, c'est une grosse erreur. Parce qu'en fait, on voit des joueurs qui se luxent justement parce qu'ils manquent de mobilité. On voit des gens qui sont incapables de mettre le bras, de venir toucher le mur ici, de se coucher sur une table, d'allonger les bras, de venir toucher la table. Et ça, je l'ai vu chez des rugbymen qui font beaucoup de muscu, beaucoup de travail des pectoraux en particulier. Et donc, une raideur musculaire et une raideur capsulaire est négative pour la reprise du sport, pour moi. Et c'est ridicule de penser que dire il n'a pas récupéré, mais bon, ça va bien le stabiliser, walou. Ça marche pas, ça. Bon, très bien. Donc, je crois qu'on va remercier nos 4 orateurs sur cet échange à propos de l'instabilité de l'épaule. Merci à vous.